Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Gérard Haro, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006, puis représentant permanent de la France aux Nations Unies à New York de 2009 à 2014, et enfin ambassadeur aux États-Unis de 2014 à 2019. Vous publiez votre 4e livre, intitulé Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939, aux éditions Talandier. Vous revenez donc sur la période d'entre-deux-guerres, apportant votre regard de diplomate sur les différents acteurs, leurs relations, donc les Anglais, les Français, les Allemands, les Américains. Vous écrivez que ce projet, pour douloureux qu'il puisse être, vous est apparu indispensable à titre personnel. Pourquoi cela ? C'est un livre dans lequel, paradoxalement, un livre d'histoire dans lequel je me suis personnellement engagé. Vous savez, j'appartiens à la génération, hélas d'ailleurs, ce qui révèle mon âge, qui a été élevée dans les souvenirs de la guerre. C'est-à-dire dans les dîners familiaux. Non, on ne parlait pas d'héroïsme, on parlait simplement de l'humiliation, de la peur, de la faim. Et mon père, qui pourtant... il est normal dans sa génération, ne parlait pas beaucoup de lui, m'a dit plusieurs fois à quel point pour un préadolescent, puis un adolescent, l'atmosphère de l'occupation avait été lourde. Donc j'ai voulu me tourner vers ce désastre. J'adore l'histoire, donc c'était une autre raison d'étudier l'histoire de mon pays. Et puis ensuite, et je l'explique dans la préface, j'ai essayé aussi de relier ce désastre à la politique étrangère française d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu surprenant pour les auditeurs, mais je suis convaincu que la défaite de mai-juin 40 est une sorte de trou noir au sens astrophysique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui pèse sur nous, dont nous ne parlons jamais, c'est-à-dire que depuis ce bel été de 1940, avec ensuite l'abaissement moral de Vichy, nous doutons de nous. Nous doutons que nous soyons encore une grande puissance. Et lorsque vous regardez la Grande-Bretagne et la France, qui aujourd'hui sont plus ou moins comparables en termes de produit intérieur brut, en termes de force militaire, on voit bien que pour les Anglais, qui eux n'ont aucun doute sur leur victoire, il n'y a pas, je dirais, la même assertivité un peu hargneuse, le même ton un peu revendicateur qu'a la diplomatie française. Et je crois qu'une des explications, c'est mai-juin 40, Gamelin a fait oublier Napoléon et Vichy a fait oublier Verdun. Une politique étrangère, comme vous le rappelez, est impulsée par les politiques, elle est mise en musique par le Quai d'Orsay. Sous la Ve République, c'est devenu un précaré du président de la République. À l'époque, donc années 20-1930, sous la Troisième République, qui est au premier plan, le président du Conseil ou le ministre des Affaires étrangères ? Vous savez, souvent, le président du Conseil est aussi ministre des Affaires étrangères, parce que le poste de président du Conseil, je crois que la première fois où nous avons eu un président du Conseil qui n'était pas ministre, c'est en 1935 ou en 1936. Et donc, très souvent, toujours d'ailleurs, le président du Conseil choisit un portefeuille ministériel, c'est souvent les affaires étrangères. Cela étant, l'impulsion en politique étrangère, ça dépend un peu des personnalités. Vous avez des hommes politiques qui n'ont aucune expérience internationale, qui font face à une crise internationale, ou qui ont un ministre des Affaires étrangères fort, parce que les gouvernements de cette époque sont des gouvernements de coalition. Par exemple, vous avez pendant 7 ans, vous avez Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, qui ne devient président du Conseil, je crois qu'en 1931. Donc, et Aristide Briand, c'est lui qui fait la politique étrangère, et les présidents du Conseil de l'époque ne se risquent pas à des incursions dans ce domaine. Le traité de Versailles est signé entre l'Allemagne et les Alliés le 28 juin 1919. J'en rappelle très brièvement les principales dispositions. La France récupère l'Alsace-Lorraine, on crée la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche. L'Allemagne doit renoncer à son empire colonial, payer des réparations, on limite sa puissance militaire. On connaît les critiques qui ont été faites de part et d'autre au sujet du traité de Versailles. Les Allemands perçoivent ça comme un diktat. Les Français, par l'intermédiaire du maréchal Foch, perçoivent cela non pas comme un traité de paix, mais un armistice de 20 ans. Pourtant, vous écrivez que, dans les conditions de la négociation, c'était le meilleur accord possible. Pourquoi cela ? Vous savez, quand on fait de l'histoire, il ne faut pas la faire dans l'absolu. Il faut regarder les circonstances du moment. Et puis, il ne faut pas faire non plus du rétrospectif en sachant la suite de l'histoire. Et donc, vous êtes en 1918, en novembre 1918, et les peuples se réveillent d'un horrible cauchemar.
d'une sorte de désastre absolu, de 4 ans de souffrance, des millions de morts, et pour la France évidemment, 1 400 000 morts pour 40 millions d'habitants, c'est absolument atroce, et il faut chercher des coupables, des responsables, il faut essayer de comprendre, et tout le monde a oublié le malheureux archiduc François Ferdinand assassiné à Sarajevo, et donc la seule explication c'est l'ennemi, il y a un ennemi. Et donc vous avez déjà une sorte de colère. Les Anglais font des élections dès le décembre 1918 et ça entraîne une majorité nationaliste à Londres, et tous les autres pays, la France ça sera en 1920, les États-Unis aussi, mènent au pouvoir une majorité nationaliste qui veut la revanche, qui veut que l'Allemagne doive payer. Ça, c'est le premier point. Et donc, lorsque vous êtes le chef d'une majorité d'un pays démocratique, vous êtes obligé d'en tenir compte. La deuxième partie, c'est évidemment les finances. Parce que les sujets britanniques et les citoyens français ne s'en sont pas rendus compte, mais la guerre a été financée à crédit, soit par l'emprunt, les emprunts patriotiques, soit par la création monétaire. Et donc, si vous voulez rétablir la situation financière à la fin de la guerre, vous avez 2 méthodes. L'une, c'est augmenter les impôts, mais comment augmenter les impôts d'un pays qui sort de 4 ans de guerre, qui a été ravagé et qui est appauvri, ou alors vous laissez aller l'inflation, de telle sorte que l'inflation évidemment, réduisent les dettes. Mais alors, ça voudra dire que tous ceux qui ont prêté en confiance à la République, eh bien, seront floués. Et donc, très naturellement, on en vient à l'idée, c'est les Allemands qui doivent payer. Voilà. Les Allemands paieront, et cela d'autant plus au début que les Britanniques veulent faire payer tous les coûts de la guerre, pas seulement les dévastations dont ont été victimes avant tout la France et la Belgique, mais tous les coûts de la guerre, ce qui évidemment entraîne une note, si j'ose dire, à présenter aux Allemands qui est totalement disproportionnée. Et par ailleurs, lorsqu'on dit que le traité est trop dur, nul n'a jamais expliqué quelles étaient les dispositions du traité, que si on y avait renoncé, les Allemands auraient accepté leur défaite. Profondément, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que les Allemands n'acceptent pas leur défaite. Et c'est vrai que ils ont gagné la guerre à l'Est, où ils ont imposé leur volonté à la nouvelle URSS et l'ancienne Russie, mais à l'Ouest, ils ont réussi finalement à battre en retraite relativement en ordre. Leur pays est intact. Il n'y a pas eu de guerre sur le sol allemand. Il y a la légende du coup de poignard dans le dos, et donc les Allemands, en réalité, ne se sentent pas du tout battus. Et je donne cette anecdote. En 1925, au moment du traité de Locarno, qui est supposé être le traité de réconciliation, le jour même du traité, est inauguré un monument aux morts à Berlin par le nouveau président, le maréchal von Hindenburg, et sur ce monument aux morts est inscrit « De nos ossements sortira le vengeur ». Mais en Allemagne, qui n'accepte pas la défaite? Parce qu'on voit qu'il y a un découplage entre les responsables militaires et effectivement les responsables civils et la population qui n'a pas vu la guerre sur son territoire. Donc est-ce que tout le monde n'accepte pas ça? Bien, en réalité, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que comme la guerre se fait finalement en dehors de l'Allemagne, sur le sol français et sur le sol belge, au printemps 1918, il y a eu toute une série d'offensives allemandes, et l'état-major n'a cessé de dire « nous sommes près de la victoire, nous sommes près de la victoire ». Et lorsque l'offensive alliée commence, à partir de juillet 1918, finalement, l'Allemagne n'en est pas consciente, et y compris les dirigeants civils. Et les troupes allemandes reculent en bon ordre, et donc lorsque le 29 septembre 1918, l'état-major dit au gouvernement il faut demander un armistice, c'est la stupéfaction. Les députés allemands n'en croient pas leurs oreilles. Ils avaient été nourris des communiqués de victoire de l'état-major depuis le début de l'offensive. Et alors là, on a une sorte de curieux débat je dirais, chacun est dans l'autre et n'est pas dans son rôle. Vous avez des militaires qui disent il faut signer l'armistice, et vous avez des civils qui disent mais non, il faut résister, nous sommes prêts à résister. Vous voyez donc bien l'ambiance dans le pays. Même le parti socialiste, le SPD, voudrait continuer la lutte et finalement ne se résout à la négociation qu'à contre-cœur. Et les soldats ensuite rentrent en bon ordre, et c'est le nouveau président de la République, enfin le ministre-président Hébert, un socialiste, qui leur dit la fameuse phrase « Je vous salue, vous qui revenez invaincus du front ». Vous avez parlé des réparations, et vous faites une interprétation originale du fameux article 231 du traité de Versailles,
qui rend l'Allemagne et ses alliés seuls responsables de la guerre. En Allemagne, c'est vu essentiellement du point de vue moral. On endosse la responsabilité morale de la guerre et ça participe au sentiment d'humiliation des Allemands. Mais l'interprétation alternative, c'est du point de vue des Anglais, c'est un moyen de faire payer les réparations, même si il n'y a pas eu de dégâts commis sur leur territoire. Exactement. L'affaire des réparations est absolument stupéfiante parce que elle trouve son origine chez les Britanniques. Parce que s'ils s'étaient agi finalement de payer pour les destructions sur les territoires français et belges, finalement, donc le chiffrage aurait été évidemment beaucoup moins important, et le lien entre le paiement et les dommages aurait été assuré. Et ça n'aurait pas été vu comme une sorte d'humiliation des Allemands. Mais les Britanniques, qui comprennent que dans ce cas ils ne toucheront quasiment rien, à part l'indemnisation des navires coulés, disent, comme je l'ai expliqué, il faut que tous les coûts de la guerre soient payés, ce qui entraîne un gonflement de la dette. Mais pour obtenir ça, il faut qu'il y ait un article dans le traité qui finalement rende les Allemands responsables de cette guerre. Et donc cet article, qui d'ailleurs a été du côté américain, a été négocié par Dulles, qui sera le futur secrétaire d'État de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui ensuite a regretté cet article. Donc cet article, c'est du juridisme anglo-saxon pour faire payer les Allemands plus que les dommages immédiats. Mais vous avez tout à fait raison. Cet article aura un effet dévastateur en Allemagne. Il y aura une revue consacrée à cet article. Il y aura des centaines d'articles de presse, des livres sur ce sujet, on y écrira dessus jusqu'en 1944. La délégation américaine dont vous avez parlé est menée par son président, Woodrow Wilson, qui arrive en idéaliste, vous le décrivez comme animé d'une mission quasiment religieuse, avec ses 14 points, mais il ne représente pas vraiment le peuple américain. C'est-à-dire que le Congrès américain, qui vient d'être réélu en novembre 1918, est à majorité républicaine, et vous écrivez que Wilson se représente lui-même plutôt que le peuple américain. Mais c'est le seul interlocuteur auquel font face les Européens. Est-ce qu'ils ont conscience de ça, de cette situation ? Oui, mais le problème d'abord, c'est que Wilson arrive et il est entouré d'une aura, il est extraordinairement populaire en Europe. Comme je l'ai dit, novembre 1918, c'est une Europe absolument révulsée par le carnage. Et là, vous avez quelqu'un qui arrive en disant moi j'ai la recette pour que ça ne se reproduise pas. C'est la politique que vous avez conduite, vos dirigeants, qui est responsable de ce désastre. Moi j'arrive avec une nouvelle vision des relations internationales. Et face à cela, il y a Clémenceau, à un moment, parlant des 14 points, dit au moins Dieu s'en était tenu à 10. Et les Français, d'ailleurs, la presse française découvre peu à peu qui est Wilson et se moque de lui, ce qui le rend d'ailleurs furieux parce qu'il est évidemment, comme tout idéaliste, il est extrêmement susceptible. Et donc il arrive et en effet, il n'a pas derrière lui les États-Unis parce que la majorité républicaine, les républicains ont gagné les élections intermédiaires de novembre 1918, les républicains veulent être très durs vis-à-vis des Allemands. C'est autour de l'ancien président Theodore Roosevelt et de l'ancien président Taft, ou alors c'est les isolationnistes qui de toute façon dit cette guerre était inutile, pourquoi est-ce qu'on l'a faite, et il faut évidemment rapatrier les boys très rapidement aux États-Unis. Mais Lloyd George et Clemenceau n'ont d'autre choix que de traiter avec ce président des États-Unis, d'autant plus que les deux pays ont une lourde dette envers les États-Unis, 4,5 milliards de dollars pour la Grande-Bretagne et 3,5 pour la France. En termes de l'époque, c'est énorme, c'est absolument énorme, et que ils ont besoin que les États-Unis prolongent leur soutien financier parce que les deux pays se trouvent face à une dette flottante absolument accablante, et comme je l'ai dit, ils ont donc besoin que les États-Unis continue de les financer à des taux favorables. Et vous avez donc, pendant la négociation du traité de Versailles, un Wilson qui n'est pas seulement idéaliste, c'est un Wilson qui est incapable de traduire ses idées en des termes de négociation, des termes réalistes. Et donc il va être ballotté entre Lloyd George, Clemenceau, il va céder peu à peu, surtout de manière assez incohérente. Par exemple, je me référais
à l'exigence de faire payer par les Allemands tout le coût de la guerre, ce qui était totalement contre ses positions, eh bien, à un moment, à la stupéfaction de la délégation américaine, il va lâcher et soutenir les Britanniques, par exemple. Bon, c'est un premier désastre pour nous parce que il ne va pas entraîner les États-Unis derrière lui. On le sait bien, les États-Unis ne ratifieront pas le traité de Versailles. Et d'ailleurs, dès 1921, il est remplacé à la Maison-Blanche par un président républicain, Harding. Est-ce que ce changement de président explique l'attitude des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis vont demander à la France et à l'Angleterre de rembourser leurs dettes, tout en aménageant les réparations que l'Allemagne doit, parce que ils ont besoin d'une économie allemande forte pour faire du commerce. Est-ce que le fait d'avoir un président républicain à la suite de Wilson explique cet isolationnisme, ou est-ce que c'est des causes plus profondes que cela? C'est plutôt parce que vous verrez que lorsque Roosevelt sera élu, il sera donc il sera élu en 1932, il va poursuivre aussi cette politique isolationniste dans un premier temps. Non, c'est une sorte de déception des États-Unis qui sont convaincus qu'ils ont été entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur, que c'est la faute de ces Européens qui sont corrompus, et en particulier des Français qui sont féroces, et donc les Américains vont connaître une grande période d'isolationnisme. C'est aussi la période où ils restreignent très fortement l'immigration aux États-Unis. C'est une période d'un pays qui se referme sur lui-même, comme il arrive parfois dans l'histoire américaine. Et alors on aura cette situation là aussi totalement folle, que vous avez les Américains qui demandent âprement aux Français, aux Anglais, aux Belges en particulier, de payer leurs dettes de guerre. Alors les Anglais qui ont quand même des ressources financières vont pouvoir signer un traité de remboursement des dettes, mais vous savez que ce que les dettes que remboursent les Britanniques aux Américains, c'est plus que le budget de l'éducation britannique. Mais les Français et les Belges, eux, sont dans une situation très dure financièrement, mais pire que l'anglaise pour une raison simple, c'est qu'eux, ils doivent reconstruire le pays. Donc ils sont un peu pris à la gorge. Mais encore si ce n'était que cela, mais par ailleurs, les Américains investissent en Allemagne. L'Allemagne est évidemment, comme je l'ai dit, n'a pas été ravagée, à des capacités industrielles, technologiques, qui sont bien supérieures à la France. En plus, l'Allemagne traverse des difficultés, donc c'est pas très cher d'acheter des entreprises allemandes et d'investir en Allemagne. Et donc les Américains investissent massivement en Allemagne. Mais le problème, c'est que si vous investissez massivement en Allemagne, vous avez évidemment intérêt à ce que l'Allemagne puisse rembourser ses emprunts. Et donc, pour que l'Allemagne rembourse ses emprunts, il faut que les réparations soient diminuées. Et donc, vous avez une sorte on dit aux Français, vous devez rembourser vos emprunts, mais en même temps, on dit aux Français, mais vous pouvez pas les rembourser en obtenant des réparations substantielles de l'Allemagne, parce que sinon, ça voudrait dire que l'Allemagne ne peut pas payer les Américains. Parce que ces fameuses réparations, les Allemands en paieront, mais ces fameuses réparations, elles ne restent pas 30 secondes sur le territoire français. Elles servent à rembourser le créancier américain. On voit qu'entre 1919 et 1939, les positions des différents acteurs vont assez peu bouger, de telle sorte qu'on peut se demander s'il y a eu un entre-deux-guerres, et en tout cas on peut dégager des grandes lignes directrices. La France, vous l'écrivez, sort durablement blessée, économiquement et démographiquement, et elle se convainc qu'elle ne peut plus s'affirmer toute seule, et son obsession durant ces 20 ans est de s'assurer du soutien de l'Angleterre. C'est Daladier qui utilise l'expression gouvernante anglaise pour souligner cet état d'infériorité dans lequel la France se place volontairement. Pourtant, vous dites que jusqu'en 1936, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie par l'Allemagne, la France avait les moyens d'intervenir unilatéralement. Alors, pourquoi ce sentiment d'infériorité? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a une solidarité entre démocraties, le sentiment que les Français et les Anglais se sont battus dans les tranchées et ont payé un lourd prix. Et donc, mais il y a une différence parce que pour nous, c'est en effet de la reconnaissance et aussi de comprendre que la victoire de 1918 n'aurait pas été possible sans le soutien britannique. Alors que du côté britannique, c'est le sentiment qu'ils ont été entraînés dans une guerre qui n'était pas leur guerre, qu'ils ont été entraînés une guerre par les Français. Et donc là, tout de suite, on a une asymétrie. Et du côté français, donc, ce sentiment que, étant donné la démographie, vous savez, il y a encore, même après le traité de Versailles, il y a 40 millions de Français et 65 millions d'Allemands. Et en 1939, ce sera 40 millions de Français et 75 millions d'Allemands et 42 millions d'Italiens. Donc il y a ce poids démographique qui fait que les Français disent non, nous avons besoin des Britanniques. Et les Britanniques, de toute façon, grâce à la Royal Navy et à la Manche, se disent bon, la menace n'est pas immédiate. Ensuite, il y a un moment où la France essaye de se libérer
de la gouvernante anglaise, c'est au moment en 1923, lorsque Raymond Poincaré, face à la mauvaise volonté allemande, qui refuse de payer les réparations en réalité, Poincaré, seul, enfin avec la Belgique, occupe la Ruhr en janvier 1923 pour faire payer les Allemands. Et cela contre la volonté des Britanniques et contre la volonté des Américains. Cette épreuve de force, en réalité, qui pourtant est une victoire sur le terrain des Français, conduit néanmoins le successeur de Poincaré, Édouard Herriot, en 1924, à céder devant les anglo-saxons, comme on dit. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la France, comme je l'ai expliqué, fait face à des difficultés financières majeures et ne peut pas y faire face sans le soutien de la City de Londres et de Wall Street. Et donc, face à cette hostilité des anglo-saxons, la France doit finalement céder. Et donc 1924, c'est sans doute la conférence de Londres de 24 avec Édouard Herriot, c'est le dernier moment où les Français pensent encore pouvoir avoir une politique indépendante. À partir de 1924, il est très clair que tous les dirigeants vont s'inscrire dans cette volonté de travailler avec les Britanniques. Et même Louis Barthou, 1934, qui est l'homme de la fermeté dont je parle beaucoup dans mon livre, même lui essaye de travailler avec les Britanniques. L'Angleterre prône une politique d'apaisement vis-à-vis de l'Allemagne. Elle va céder progressivement à toutes les demandes et vidant le traité de Versailles de sa substance, sachant parfois pertinemment que cela se fait au détriment de la France. Est-ce qu'il y a un courant pacifiste en Angleterre comme en France, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont aussi ce concept de la der des der, ne plus jamais revivre ça? Alors, la question du pacifisme est une question centrale dans l'entre-deux-guerres. Vous avez deux pays, la France et la Grande-Bretagne, deux démocraties qui sortent blessées de cette guerre, et comme je l'ai dit, une guerre qui leur apparaît rétrospectivement incompréhensible. Une sorte de folie. De surcroît, au moins les Français peuvent d'un côté dire nous étions envahis, ce qui est vrai, n'est-ce pas, comme vous le savez, le plan Schlieffen conduisait à abattre la France rapidement avant de se tourner vers la Russie. Et deuxièmement, les Français peuvent dire aussi nous avons récupéré l'Alsace-Lorraine. Donc, mais les Britanniques peuvent dire ni l'un ni l'autre. Le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, n'a pas connu la guerre, et le Royaume-Uni peut se dire mais à quoi m'a servi cette victoire. Et donc nous avons finalement deux pacifismes différents. Nous avons un pacifisme français qui est simplement un mouvement d'horreur devant la guerre, et donc la volonté de tout faire pour l'empêcher. Et de l'autre côté britannique, une idée que c'est l'engagement sur le continent qui a été un désastre, tenons-nous à l'écart de tout ça, et on ne va surtout pas écouter les Français, parce que ce sont les Français qui nous ont amenés dans la Première Guerre mondiale, et ce sont les Français qui veulent nous amener dans une nouvelle guerre mondiale, et cela, nous y refusons. Vous savez, en 1935, il y a ce qu'on appelle le Peace Ballot, c'est-à-dire une grande pétition en Angleterre pour la paix, pour la sécurité collective. Et il y a 11 ou 12 millions de Britanniques qui la signent, ce qui est évidemment est énorme. Le retournement, je dirais, du pacifisme britannique, ce sera, comme je l'explique, mars 1939, c'est donc très tard, l'occupation de Prague, de ce qui reste de la Tchécoslovaquie, par les Allemands. Et là, les Britanniques d'un seul coup se réveilleront de leur long rêve en disant là ce n'est plus possible. Mais il faut attendre vraiment mars 39 pour avoir ce sursaut britannique. Comme on l'a dit précédemment, on accuse le traité de Versailles de contenir les germes de la Seconde Guerre mondiale, mais vous trouvez qu'il y a un facteur qui est peut-être encore plus prépondérant, c'est la crise économique de 1929, avec l'augmentation du chômage, l'inflation, qui explique en partie l'arrivée au pouvoir des nazis. Est-ce qu'il y a également un lien, selon vous, entre cette crise économique et ensuite la volonté de puissance et de réarmement ? Non, vous savez, moi je fais un parallèle à un moment entre la France de l'après-guerre de 1871 et la République de Weimar. Vous avez finalement, alors bon, les parallèles valent ce qu'ils valent, mais vous avez finalement deux républiques qui naissent dans la défaite, dans l'amertume, qui sont un peu des régimes de rencontres avec contre eux l'ensemble des élites conservatrices, qui sont monarchistes, qui étaient monarchistes en France en 1871 et qui le sont en Allemagne en 1919. Ces deux républiques, elles connaissent des chaos. En France, c'est l'affaire Boulanger. La République met du temps à s'enraciner, mais finalement, la Troisième République s'est enracinée malgré la défaite. Alors, sans que, d'ailleurs, on oublie à Paris, qu'on oublie Strasbourg et Metz.
Et pourquoi la République de Weimar aurait pu connaître absolument le même sort? Elle avait la même naissance, mais lui arrive une tornade. 1929, la crise de 1929 et la politique de déflation qui est conduite par le chancelier Brüning, qui entraîne une sorte d'incroyable explosion du chômage. On arrive à quasiment plus de 30% du chômage en 1932. Aucun régime, et surtout un régime aussi fragile que celui de Weimar, n'aurait résisté à un tel remède de cheval. Donc c'est la misère. On fait le coup de poing et même le coup de matraque entre communistes, socialistes aussi et nazis dans les rues. Il n'y a absolument pas de chemin direct entre Versailles et le nazisme. D'abord parce que nous n'en avons pas parlé, mais vous avez à partir de 1925 la politique conduite par Briand et Stresemann, une politique prudente de réconciliation, ou au moins de coexistence, ne parlons pas de réconciliation, de coexistence entre les deux anciens ennemis. 29, c'est la mort subite de Stresemann, mais c'est aussi la crise de 1929, et là tout change. On voit bien un changement. Vous savez, les nazis aux élections de 1928, qui déjà attaquaient le traité de Versailles, font 2,8% aux élections, et ils en feront 16 ou 17% aux élections de 1930. Et de même, le parti national conservateur, le DNVP, perd 30 sièges aux élections de 1928. Il y avait donc une possibilité que les deux anciens adversaires acceptent de coexister, et c'est ce qu'essayait d'obtenir Aristide Briand, et avec un certain succès. Vous racontez dans le livre les différentes étapes manquées d'un sursaut possible face à l'Allemagne hitlérienne. Donc c'est une tragédie en plusieurs actes comme vous l'écrivez. Il y a la réoccupation de la Rhénanie en 1936, la guerre civile d'Espagne, le bombardement de Guernica c'était 1937, puis l'Anschluss avec l'Autriche en mars 1938, enfin les accords de Munich en septembre 1938, et comme vous l'avez dit précédemment, l'Angleterre change d'attitude très tard en 1939. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Est-ce que l'opinion publique a une part importante là-dedans? Alors oui, parce que ce sont des démocraties, et il y a fondamentalement du côté britannique le sentiment que le traité de Versailles est injuste, que les Allemands ont de justes revendications, et là c'est le souvenir du mal qu'a fait Keynes, dont je parle beaucoup, l'illustre économiste, dans son livre Les conséquences économiques de la paix, qu'il a rédigé juste au moment du traité de Versailles, où il affirme que le traité est un traité absolument draconien aux dépens de l'Allemagne. Il y a donc une vision un peu morale, protestante, par le peuple britannique, qui est de dire, eh bien, les Allemands ont des revendications légitimes, satisfaisons ces revendications et tout ira bien. Vous savez, les Sudètes, c'est-à-dire cette population située au pourtour de la Bohème, c'est-à-dire de la Tchécoslovaquie, finalement, ces Sudètes, ce sont des Allemands. Et ce sont des Allemands qui demandent leur réunion avec le Reich. Et aux yeux des Britanniques, qui n'ont pas de vision géostratégique de l'Europe centrale, ils s'en foutent de l'Europe centrale, eh bien ça a une certaine légitimité. Finalement, il est assez paradoxal et contre-intuitif de se rendre compte qu'aux yeux de beaucoup d'Européens, et en particulier de Britanniques, les revendications allemandes de l'Anschluss et des Sudètes, eh bien ce sont des revendications légitimes. Après tout, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et là vous avez 90 ou 95% des Autrichiens et des Allemands des Sudètes qui veulent être réunis au Reich. Mais en mars 39, lorsqu'Hitler envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie, alors là, il n'y a plus question de morale. Vous avez un peuple slave, le peuple tchèque, qui est occupé par l'armée allemande. D'un seul coup, on a aux yeux des naïfs britanniques, Hitler jette le masque. Et les Britanniques ont l'impression, même s'ils ne le formuleront jamais de cette manière, qu'au fond, qu'ils se sont trompés depuis le début et que les Français avaient raison. Mais voilà, c'est un peu tard, et donc à partir de mars 39, il y a cette sorte, comme je l'ai dit, de sursaut de l'opinion publique qui oblige Chamberlain à finalement à les suivre. Le tableau que nous avons dressé jusqu'à présent est plutôt noir, évidemment, mais dans le livre, vous dressez le portrait des principaux protagonistes, français comme anglais d'ailleurs, et vous en réhabilitez certains, vous rendez hommage à certains, et notamment Louis Barthou, dont vous avez dit un petit mot avant,
Est-ce que vous pouvez nous redire de qui il s'agissait, et puis en quoi, selon vous, il sortait du lot? Alors, Louis Barthou, c'est l'homme politique typique de la Troisième République, mais de la Troisième République même avant la Première Guerre mondiale. Donc, il est issu de ce qu'on appelle de ces nouvelles couches. C'est une expression de Gambetta que la Troisième République a amené au pouvoir, puisque les élites traditionnelles, notamment aristocratiques, étaient restées très monarchistes. Et donc, vous avez une démocratisation de la vie politique française, sans comparaison avec les autres pays européens, dans les années 1880-1890, avec l'arrivée, finalement, d'hommes comme Louis Barthou. C'est un fils de quincaillier d'Oloron-Sainte-Marie. En général, pour ces jeunes ambitieux, sont soit journalistes, soit avocats, puis ils sont élus, et ensuite c'est le cursus honorum de la Troisième République. Il est ministre, et finalement il est président du Conseil en 1913. Il est né en 62, je crois, donc il est déjà en 1934, lorsqu'il devient ministre des Affaires étrangères, il est assez âgé, il a 72 ans. Alors pourquoi devient-il ministre des Affaires étrangères? C'est parce qu'il y a eu les émeutes conduites par les ligues, donc en février 1934. D'un seul coup, la République paraît en danger, n'est-ce pas? Ça a été, il y a eu une douzaine de morts, une tentative apparente de prendre la Chambre des députés d'assaut. Donc un gouvernement d'union nationale est créé avec toutes les anciennes gloires. Et donc le maréchal Pétain est ministre de la guerre, et on fait appel aux anciens présidents du Conseil, et Louis Barthou devient ministre des Affaires étrangères à ce titre en février 1934. Alors Barthou, j'insiste sur ce point, a perdu son fils unique pendant la guerre. Fils unique qui s'était engagé volontaire à l'âge de 18 ans et qui meurt en décembre 1914. Donc c'est un homme marqué par la guerre, mais c'est un homme d'une très grande lucidité. Alors il a beaucoup de caractéristiques assez étranges pour l'époque. Il fait du sport, même à 72 ans. Il arrive au bureau au Quai d'Orsay à 6h30 du matin. Alors vous imaginez le Quai d'Orsay où les horaires sont particulièrement différents, encore aujourd'hui, ça devait faire une certaine émotion. Toujours est-il que lui, il a tout de suite une pensée claire. C'est 34, il a lu Mein Kampf. Et il dit voilà, l'Allemagne veut sa revanche. Ce n'est pas la Société des Nations qui nous protégera. Nous devons tout simplement lui opposer à l'Allemagne une coalition forte afin d'empêcher l'Allemagne de réaliser ses objectifs. Alors coalition forte, il constate tout de suite que les Britanniques n'en veulent pas. Les Britanniques, comme je l'ai dit, sont totalement ailleurs. Il reste donc deux pays. L'Italie, parce que, et ça c'est peut-être une surprise pour les lecteurs, mais l'Italie fasciste, l'Italie de Mussolini, dans un premier temps, veut arrêter l'Allemagne, s'inquiète de l'Allemagne nazie, et Mussolini lui-même méprise Adolf Hitler, qu'il traite de clown, et ce sera de 34, 35, 36, une Italie anti-hitlérienne, et ce sera l'affaire de l'Éthiopie et ensuite de l'Espagne qui changera cet État. Et deuxièmement, évidemment, quand vous regardez la carte de l'Europe, considérant que la Pologne et la Tchécoslovaquie sont quand même des pays assez fragiles et assez vulnérables, on se tourne vers l'URSS. Et vous avez je dirais, ce merveilleux paradoxe d'un Louis Barthou profondément anticommuniste, mais qui comprend qu'on a besoin de l'URSS pour arriver. Et du côté soviétique, les soviétiques ont enfin compris le danger du nazisme, ce qu'ils n'avaient pas compris avant 1933, et les soviétiques sont prêts eux aussi à répondre à cet appel de Louis Barthou, et donc c'est Louis Barthou qui fait rentrer l'URSS dans la Société des Nations, ce qui est le premier pas à la réintégration de l'URSS, mais la pensée de Barthou est très claire, c'est l'alliance avec l'Union soviétique est indispensable. Comme vous le savez, et moi je le sais plus particulièrement parce que je suis marseillais, Louis Barthou sera assassiné, victime de l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, le 9 octobre 1934. Le roi arrive à bord d'un navire de guerre yougoslave, il est assassiné par des oustachis, c'est-à-dire des fascistes croates, et Louis Barthou est blessé, mais dans la panique qui a suivi, Louis Barthou a été laissé sur un canapé perdre son sang, et donc il meurt il meurt pour la France le 9 octobre 1934. Cette tension entre la situation intérieure d'un pays et la situation extérieure, on le voit très bien pendant la guerre d'Espagne d'ailleurs, où le gouvernement français, alors dirigé par le Front populaire, n'intervient pas pour sauver le gouvernement républicain.
Alors ça, je me rappelle, mais mon père m'en avait beaucoup parlé. En 36, d'un seul coup, il y a justement une juxtaposition, une convergence, si j'ose dire, des politiques étrangères et intérieures. On ne peut pas sous-estimer l'anticommunisme d'une grande partie de l'opinion publique française, la peur du bolchevisme avec le couteau entre les dents est là, et le fait est que les élections du Front populaire amènent au gouvernement un gouvernement soutenu par le Parti communiste. Il y a, je donne cette anecdote amusante, mais après les élections qui amènent la victoire du Front populaire en mai 1936, ma mère qui était dans un pensionnat religieux me dit que du jour au lendemain, les bonnes sœurs les religieuses avaient renoncé à leur habit religieux de peur d'être reconnues dans la rue. Vous voyez, on était dans une véritable crise d'hystérie anticommuniste. Arrive la guerre civile d'Espagne, et la guerre civile d'Espagne, ce sera une douzaine d'évêques, des milliers de prêtres et de religieux qui vont être massacrés du côté républicain, et tout cela, évidemment, on en parle dans la presse conservatrice, la presse de droite. Il y a donc une sorte de tension maximale. En gros, beaucoup pensent que c'est l'Espagne, et bientôt ce sera la France. Et là, la politique intérieure, ce sera Hitler plutôt que Staline, qui va peu à peu commencer son aspect, qui va affaiblir la volonté de défense, la volonté de résistance de la France. Il y a un genre littéraire qui plaît au grand public et peut-être un peu moins aux historiens, ce sont les uchronies. Donc c'est une réinterprétation de l'histoire en partant d'un événement et en postulant que cet événement ne s'est pas produit ou s'est produit différemment. Une des uchronies les plus connues, c'est « Et si Hitler n'avait pas gagné la Seconde Guerre mondiale ?» On trouve assez peu d'uchronies sur « Et si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu lieu ?» à part évoquer la disparition d'Hitler. Alors évidemment, il ne s'agit pas de réinterpréter l'histoire connaissant les événements de mai et juin 40, mais à la question, par exemple, pouvait-on ne pas aller à Munich? Là, vous répondez clairement non. Oui, non, c'est en réalité, je pense que le tournant, c'est la réoccupation de la Rhénanie le 7 mars 1936. Pourquoi? Eh bien parce que la France est encore capable, à elle seule, d'arrêter l'Allemagne et même de la battre. Et ça, on le sait par les... Et alors pourquoi est-ce que les Français ne réagissent pas? Tout d'abord, nous avons jusqu'ici, à juste titre, souligné les responsabilités écrasantes de la diplomatie britannique, qui d'une certaine manière est erronée depuis le début jusqu'à la fin, mais il faut aussi parler de la stratégie militaire française. En 1928, la France adopte une stratégie militaire strictement défensive. Il y a deux explications qui sont raisonnables. La première, c'est que la France de 40 millions d'habitants face, je l'ai dit, à l'Allemagne 65 millions d'habitants, ne se sent pas capable de recommencer les offensives folles de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est donc la première. Et la deuxième explication, c'est que les Britanniques, eux, de leur côté, n'ont quasiment plus d'armée. Et comme on pense qu'on ne peut pas faire la guerre sans les Britanniques, il faut attendre que les Britanniques arrivent. D'où la stratégie défensive. Mais la conséquence de cette stratégie strictement défensive, c'est que lorsqu'arrive une crise, par exemple la crise de la Rhénanie, le 7 mars 36, ou les crises successives qui comptent après cela, l'état-major n'est capable de proposer au gouvernement qu'une seule réaction, c'est, mobilisation générale, et on met tout le monde derrière la ligne Maginot. Voilà, et c'est tout. Et on attend les Britanniques. Et donc, ce qui arrive en mars 36, d'abord, c'est que c'est un gouvernement, ce qui arrive souvent à l'époque, un gouvernement finalement qui expédie les affaires courantes parce qu'il va y avoir des élections, et ces élections vont amener d'ailleurs le Front populaire, et c'est un gouvernement de droite. Et là, on se tourne vers les militaires. Les militaires, et ça c'est un élément important, aussi bien français que britannique, qui surestiment l'armée allemande, et ça jusqu'au bout on surestimera les capacités de l'armée allemande. Et donc le chef d'état-major va dire, et le ministre de la Défense, qui est un militaire, le général Morin, vont dire, il faut mobilisation générale. Comment imaginer, dans ce climat pacifiste absolu, imaginer en campagne électorale un gouvernement proclamant la mobilisation générale? C'est totalement impossible. Et pourtant, les Français à tout seuls auraient pu faire le travail. L'état-major allemand, on le sait maintenant, s'attendait à une réaction française, avait déconseillé l'opération à Hitler, et si les Français avaient réagi, les Allemands auraient hâtivement retiré les quelques bataillons qu'ils avaient envoyés en Rhénanie, et l'état-major prenait le pouvoir, se débarrassait d'Hitler. Voilà, c'est une occasion qui a été ratée. Mais Munich, de nouveau, cette fois-ci à Munich, l'armée allemande est supérieure à l'armée française, les Allemands se sont réarmés depuis 1935, les Britanniques disent très clairement, nous ne ferons pas la guerre pour la Tchécoslovaquie, et ensuite,
étant donné le durcissement allemand, les Britanniques disent on va vous envoyer 2 divisions. 2 divisions. Et donc vous auriez une France de 40 millions d'habitants. J'insiste sur cet aspect qui n'est pas assez souligné face à une Allemagne maintenant après l'Anschluss de 70 millions et une Italie de 42. De surcroît, qu'est-ce qui se serait passé si la France avait rempli ses obligations vis-à-vis de la Tchécoslovaquie? Eh bien, elle aurait mobilisé et son armée se serait d'une certaine manière terrée derrière la ligne Maginot. Et pendant ce temps, les Allemands auraient écrasé la Tchécoslovaquie, qui se serait battue courageusement. L'armée tchécoslovaque était prête, était bien armée, mais bon, elle pouvait mobiliser 30 divisions, ou 34 exactement, 34 divisions. Et donc, de manière paradoxale, peut-être que Munich a sauvé cette merveilleuse ville de Prague, qui est voilà. Non, à Munich, lorsque Daladier est une personnage que j'aime beaucoup, personnage qui voit le désastre venir, qui fait de son mieux, qui n'essaiera jamais de se dégager de toute responsabilité, qui n'écrira d'ailleurs que des carnets de captivité, parce que il va passer 5 ans pendant la guerre en prison, d'abord plus de 2 ans en prison par Vichy, puis ensuite en Allemagne. Daladier dit à un retour de Munich, où il est rentré, contrairement à Chamberlain, totalement effondré, il dit à l'ambassadeur des États-Unis, qui est un de ses confidents, Bullitt, il lui dit, si on avait eu 4000 avions, je n'aurais pas signé. Vous savez, lorsque Daladier prend l'avion pour aller à Munich, sur le tarmac, le chef d'état-major de l'armée de l'air lui dit si la guerre éclate, les Allemands vont balayer notre aviation en 15 jours. Voilà, et c'est 1 an après Guernica. Il était quasiment impossible avec en plus un Chamberlain qui ne lui adressera même pas la parole avant la négociation, et après d'ailleurs, et pendant la négociation de Munich, Daladier n'aura pas d'autre choix que de signer. Il quitte la salle d'ailleurs sans répondre aux questions des journalistes, le visage fermé. La délégation française, contrairement à la britannique, sait très bien que elle vient de commettre une vilainie, mais elle a pensé qu'elle n'avait pas le choix. Pour terminer, je voudrais vous poser 2-3 questions personnelles. Pour faire écho à votre précédent livre, Histoire diplomatique, quelles leçons on peut tirer aujourd'hui de cet entre-deux-guerres pour la diplomatie française aujourd'hui ? Alors, il faut surtout pas tirer la leçon que tirent beaucoup de commentateurs. Dès qu'on veut négocier, on crie « Ah, c'est Munich ». Non, la négociation est utile, et la négociation, en général, on la fait avec l'ennemi. Comme je dis souvent, s'il y a une diplomatie, c'est pas pour négocier avec la Belgique, c'est pour négocier avec l'ennemi, voire avec le diable, avec une longue cuillère, comme dit le proverbe. Donc, négocier, mais il faut toujours se dire que la diplomatie, pour être efficace, doit conserver comme horizon le recours aux armes. C'est-à-dire qu'un pays qui négocie, alors je ne parle pas évidemment des négociations dans les corridors de Bruxelles, ou les négociations sur la prime à la vache allaitante, mais quand vous avez une négociation, par exemple, face éventuellement à la Russie ou des pays, vous devez, le diplomate doit pouvoir, avec une certaine crédibilité, dire à celui d'en face, non, votre intimidation ne marchera pas, si vous voulez m'intimider, je suis prêt, on ira au combat, et donc il faut être en mesure il n'y a pas de diplomatie sans horizon de recours aux armes, et cela pour ne pas recourir aux armes. Et c'est cela, évidemment, le paradoxe. Le recours aux armes doit être le dernier recours, c'est-à-dire pour la défense des intérêts vitaux du pays. Je ne suis absolument pas va-t-en-guerre. Par exemple, regardez, j'ai toujours considéré que l'opération française au Mali était une erreur, et les opérations militaires américaines en Irak et puis en Afghanistan étaient également des erreurs, parce que ce n'étaient pas des opérations de défense de nos intérêts vitaux. En tant qu'ancien diplomate, à quelle conférence auriez-vous aimé assister ? Versailles 19, Locarno 25, Munich 38 ? Ah non, certainement pas Munich, quelle horreur. Vous imaginez la situation. J'ai été directeur général des affaires politiques au Quai d'Orsay, et donc il m'est arrivé de penser à cette période, à mes prédécesseurs dans le même bureau, puisqu'au Quai d'Orsay on ne change pas de bureau pendant des siècles, et de dire mais quel devait être leur sentiment en voyant leur pays s'enfoncer, et ils savaient très bien que le désastre était au bout du chemin. Vous imaginez, donc le 10 mai, c'est le 40, l'offensive allemande commence. Le 15 mai, Gamelin téléphone au président du Conseil, Paul Reynaud, en lui disant la guerre est perdue. Le 15 mai. 5 jours plus tard, car nous n'avons pas de division blindée, nous n'avons pas de réserve. Et comme les Allemands ont fait une percée, il dit je ne peux plus garantir la sécurité de Paris. Alors en réalité, les Allemands vont faire un mouvement tournant vers Dunkerque, et Paris ne tombera que le 14 juin.
Et donc Paul Reynaud, dans un moment, je ne sais pas, d'affolement, dit il faut brûler les archives. Et donc le 16 mai 1940, vous avez les diplomates, les huissiers qui jettent dans les cours les dossiers qu'ils ont dans leurs armoires, et en bas on les brûle. Et donc il y a des photos où on montre des grosses fumées au-dessus du Quai d'Orsay. Vous imaginez l'horreur de la situation, l'angoisse de la situation. Il faut aussi essayer de rendre aussi l'humanité à ce qu'il y a d'humain dans cette période de tragédie. Trop facile de dire soit pendant le 1939 il fallait faire ça et ça. Non, c'est pas comme ça. Il y a la vie réelle. Vous avez un pays, nous sommes une démocratie. Il y avait une opinion publique et il y avait le souvenir de l'horreur, de cette horreur absolue. Je le dis au début. Le président de la République, Paul Doumer, a perdu ses 4 fils. Le général de Castelnau ses 3 fils. Le général Foch a perdu son fils et son beau-fils le même jour en août 1914. Donc il faut se rappeler aussi ça. Il faut comprendre l'humanité de cette situation, l'horreur de cette situation. Et donc, pour répondre à votre question, j'aurais surtout voulu ne pas être un diplomate de cette période. Pour terminer, j'imagine que vous avez d'autres projets d'écriture en cours, à part la chronique internationale que vous tenez pour Le Point. Donc, est-ce que le 5e livre en préparation, est-ce que, comme les 4 autres, va comporter le mot diplomate ou diplomatique dans le titre? Alors non, d'abord, je vais écrire. Vous avez raison. Si j'écris, c'est parce que j'aime écrire. C'est un plaisir. C'est un plaisir que j'ai. Non, figurez-vous que Xavier de Bartilla, le directeur des éditions Talendier où nous sommes, m'a confié les mémoires qui ont été rédigées par notre ambassadeur au Saint-Siège en juin 40, Vladimir d'Ormesson, et m'a demandé d'en rédiger la préface, et je viens de le faire. Et ces mémoires sont absolument formidables parce que justement, quand je répondais à votre question précédente, j'y pensais, ces mémoires introduisent l'humanité dans la tragédie. Et donc, vous avez quelqu'un, donc ambassadeur au Saint-Siège, et par exemple, depuis le 10 mai jusqu'à fin juillet, il ne sait pas où est son fils, qui a été mobilisé. Il ne sait pas où est son beau-fils, qui a été tué. Donc, et par ailleurs, vous sentez aussi la souffrance de l'homme, qui voit son pays s'effondrer. Il dit, à un moment, et la nuit nous pleurions avec ma femme. Et à un moment, il dit quelque chose qui me rappelle ma famille, parce que il dit, il écoute le discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940, vous savez, le cœur serré, je vous dis qu'il faut cesser le combat, et il éclate en sanglots lorsqu'il entend ça. Et mon père m'avait dit que tout enfant, c'était son souvenir le plus atroce. Il avait vu sa mère pleurer devant le poste radio. Et donc c'est très intelligent. Et puis on voit aussi, c'est de nouveau le fameux tous collabos, tous résistants. On voit bien les gens sont totalement perdus, leur monde s'est effondré sur eux en mai-juin 40. Vladimir d'Ormesson deviendra férocement anti-véchiste, mais en juin 40, il pense qu'il n'y a pas d'autre solution que Pétain. Et comme il le dit lui-même, il ne lui vient même pas à l'idée de ne pas continuer à servir la France au Saint-Siège. Donc c'est une expérience très forte. Et donc ça sera la préface je viens de rédiger la préface et il faut en effet que je trouve. Alors j'ai des idées de livres, mais il faut que j'écrive, ne serait-ce que pour mon plaisir. Merci beaucoup, Gérard Haro. Je vous en prie, c'était un plaisir. D'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939. C'est aux éditions Talendier, déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.